On va commencer. Bonsoir tout le monde. Donc, l'ARPAL tient d'abord à vous remercier pour votre présence et à remercier Atelier Atlas d'avoir accepté notre invitation. Donc, je vais rapidement commencer par présenter nos intervenants avant de leur laisser la parole et ensuite nous disposerons d'un temps d'échange si vous avez des questions. Donc, vous êtes donc Jonas Debacker, Vincent Dumontier et Nicolas Clérand, architecte du patrimoine associé de l'agence Atelier Atlas que vous avez fondée en 2022. Donc, vous êtes tous les trois diplômés de Chaillot où vous vous êtes rencontrés et au préalable, vous avez eu une formation notamment chez des architectes en chef des monuments historiques qui a influencé votre parcours. Donc, Nicolas, vous êtes diplômé de l'ENSA Rennes en 2013 et vous êtes formé ensuite chez 2B2M. Vincent, en 2014, à l'ENSA La Villette, vous êtes formé notamment chez Covalence et Franck Amoutel. Et Jonas, à Versailles en 2015, et vous êtes notamment formé chez Bruno de Caris. Et donc votre travail sort notamment sur une réflexion qui vise à comprendre comment la pratique de la restauration d'édifices anciens peut-elle alimenter la conception et la fabrication de l'architecture contemporaine. Et donc de la remise en question des usages d'un monument à la mise en point d'une démarche de projet spécifique au contexte. Vous proposez ce soir de parcourir la dimension analogique des projets et réalisations ayant marqué les premières années de vie de votre atelier. Voilà, je vous laisse la parole et merci à tous. Merci beaucoup Kael Sang. Bien du coup, merci pour cette présentation déjà. On est très content d'être là. Et merci pour votre présence à tous. Cette invitation, pour nous, elle avait un sens particulier puisque c'est la première conférence qu'on fait en tant que jeune bureau. Et du coup, elle nous a permis de revisiter les 4 premières années de bureau, d'atelier. Et donc, on va vous présenter ce soir le cœur un peu de notre réflexion qui est l'idée de décloisonnement de la pratique du neuf et de l'ancien, pour résumer. Et en gros, on va l'aborder de la façon suivante. Tout d'abord, on va un peu planter le décor en vous montrant où on agit, quelles sont les commandes, qui on est concrètement. Ensuite, dans un second temps, on va vous expliquer comment l'exercice de diagnostic via l'analyse de l'existant nous permet de créer un terreau d'inspiration. Et ensuite, dans un troisième temps, on explicitera notre démarche à travers des projets concrets. Et on finira par exposer les limites de notre démarche, parce qu'il y a une limite à chaque chose. Donc, on va commencer tout d'abord par le premier item, le contexte, qui correspond à cette première barre diagrammatique. Oui, donc on s'est tous les trois rencontrés à l'école de Chaillot en 2018. On vient tous les trois de territoires ruraux, plus ou moins proches. Et donc cette rencontre à Paris, à l'école de Chaillot, s'est cristallisée autour de l'exercice de l'Atlas documentaire que Nicolas a proposé de prolonger en 2020 quand on est sorti diplômé. Et particulièrement dans le Finistère où il avait pour projet de s'implanter. Donc en gros, on a commencé dans le cadre de l'école de Chaillot à analyser des villes en fait. Donc Jonas et Vincent ont analysé Mortagne et moi de mon côté avec un autre binôme, j'ai analysé Roscoff en Finistère Nord. Et en fait ce travail-là à l'école de Chaillot, on a voulu le prolonger avec un atlas du Finistère qui était un territoire qui nous a intéressés. Et dans l'idée de faire des dessins et de récolter comme ça un peu des fragments de territoire. Et en fait... de fil en aiguille, en parcourant le territoire, moi ensuite j'avais pour projet de m'implanter à Quimper et donc on a décidé que ce projet d'Atlas deviendrait l'atelier. Et donc on a commencé à exercer dans le Finistère et à s'implanter dans un territoire où en fait il y a peu d'architectes du patrimoine. Et donc on a très vite été chargé de projets. Et donc en fait ce territoire-là, c'est un territoire qui est très contrasté. Territoire maritime, il y a 1500 mètres de côte qui l'entourent. C'est un territoire qui est excentré. C'est un territoire qui est à la fois riche dans sa bordure et plutôt plus rural, on va dire, dans son intériorité. Et donc à la fois fait de rades, d'entrée de mer et de relief, puisque c'est un ancien massif montagneux qui le traverse en son centre.
Donc les montagnes, donc voilà ce qui reste des montagnes, donc les monts d'Arrée, qui sont plutôt, on va dire, des bosses maintenant. Mais c'est un territoire de lande, donc c'est un territoire qui est très venteux et qui est soumis à des conditions climatiques assez intenses. C'est un territoire qui est caractérisé du coup par des matières comme la pierre, donc notamment le granit en particulier, mais il y a aussi le carsanton, l'ardoise et ensuite des grès aussi. Un territoire très minéral. Et donc c'est un territoire où on a beaucoup construit en pierre et subsistent certaines carrières qui sont les principaux objets de ressources pour ce qui nous intéresse. Et donc c'est un territoire qui est assez dépourvu en bois, notamment, pour vous dresser un peu le contexte. Et donc cette matière, ces ressources, ces filières, on va dire, ont donné lieu à des morphologies urbaines, architecturales, qui sont bien spécifiques, qui donnent l'impression qu'on a comment dire, un petit peu arraché la croûte terrestre et qu'on est venu constituer une architecture à partir de là, quelque chose d'assez rude, et notamment à Roscoff, où là vous voyez en fait une partie du travail qu'on avait pu faire à Chaillot sur le recensement des typologies architecturales, et notamment du coup ces parcelles qui viennent en front de mer constituer des espèces de proues et de jardins fortifiés, on va dire. Donc on pense que c'est des fortifications, mais c'est bien des jardins. Et donc voilà, donc c'est un peu pour vous donner un petit peu un panorama de ce premier territoire. Et ensuite... Oui, pour ce premier territoire, pardon, c'est aussi un territoire qui pour le Finistère, la slide d'avant... Tiens, pardon. Non, c'est bien, mais... Si bon. Tu mets ton ton... On entend, ouais. Qui, pour la slide d'avant, pardon, en fait, nous permet de comprendre le territoire avant d'y intervenir. Et ça, c'est un point important. Et c'est un territoire qui a un vocabulaire particulier. On le verra après dans les projets. Mais qui définit quand même le territoire par son vocabulaire architectural assez singulier. Et ensuite, un deuxième territoire d'implantation qui est l'Eure-et-Loir, qu'on parcourt, alors qui paraît du coup beaucoup moins sympa par rapport à la première photo de tout à l'heure, qui est un territoire très rural, très plat, où l'architecture vient ponctuer finalement le paysage et la ligne d'horizon, mais qui invoque aussi d'autres matières et d'autres ressources. Toujours dans le même territoire, l'Eure-et-Loir, avec ici un projet qu'on a en charge d'une collégiale pour la création de vitraux. Et ici, on voit tout de suite que l'église s'implante dans une ville qui a une topographie assez particulière, qui est implantée via la rivière et qui fait appel justement à la tuile, à la pierre calcaire, etc. etc. Donc complètement autre chose que le Finistère. Et puis sur la partie ouest de l'Eure-et-Loir, une partie donc, qui est beaucoup plus bocagère, et donc il y a la partie du Perche. Et là ici à Thiron-Gardé, dont on a, voilà, on travaille et on intervient aussi dans le collège royal militaire, dont on voit une petite partie. Et un patchwork de matériaux ici, donc c'est la collégiale du collège royal et de l'abbaye de Thiron-Gardé. C'est un territoire d'argile, de terre cuite, de pierre calcaire, de bois, de par la proximité avec la Normandie, donc un territoire de charpente aussi. Et cette partie de l'Eure-et-Loir est beaucoup plus vallonnée, donc l'émergence de l'architecture dans l'horizon est très très différent. Donc comme je le disais, un territoire de charpente, territoire de terre crue. Ici, ce sont des tomettes de la briqueterie du centre Val-de-Loire encore en activité. Et le pendant de l'exercice de Roscoff, eh bien, avec Jonas, nous, on l'a fait à Mortagne. Donc c'est une morphologie, c'est un territoire dont il a fallu aussi appréhender le vocabulaire et les types bâtis. Et aussi la capacité, disons, du centre ancien à s'approprier aussi l'horizon. C'était un horizon un petit peu différent, parce que fortement marqué par les tensions
historiquement à ce territoire, parce que c'est situé à la frontière du duché de Normandie et du Royaume de France. Et donc là, c'est un travail de coupe urbaine qui permet de comprendre eh bien, les spécificités de la rue entre un hôtel particulier, une amorce de Venelle, et comment finalement, dans une analyse de type, un petit peu l'analyse Paneret au final, qui est voirie bâtie parcellaire, on peut comprendre comment les personnes qui nous ont précédés se sont appropriées le territoire. Et donc en fait, on a eu la chance d'étudier des villes qui intègrent les territoires dans lesquels on s'est projeté ensuite en termes d'action. Donc en gros, on a eu pour Roscoff pour le Finistère et ensuite Jonas et Vincent qui sont du coup normands sur ce territoire qui est proche d'où ils viennent. Ça a permis d'affiner dès l'école de Chaillot la connaissance qu'on avait des territoires et des logiques d'implantation et de développement des villes et des systèmes à toutes les échelles du tissu urbain selon la méthode de typomorphologie, qui est une méthode qui est assez intéressante, qui consiste à décomposer chaque échelle, comme disait Vincent. Et tout ça, du coup, nous a conduit à avoir des commandes en s'implantant. Et donc, du coup, là, on va vous parler du diagnostic, qui est la deuxième partie de cette conférence. En gros, nous, on intervient sur des monuments qui bénéficient d'une protection, du coup, au titre des monuments historiques, essentiellement. Là, l'idée, c'est de vous montrer comment on les aborde sur le plan méthodologique et ensuite de vous expliquer en quoi ça nourrit une réflexion plus globale sur le projet d'architecture. Ouais, donc du coup, donc là, c'est la cartographie des commandes qui est dans la lignée de ce que je vous disais précédemment. Du coup, les commandes sont venues en même temps, on a restreint l'aire géographique d'action par pure nécessité, c'est-à-dire que passer 1h30 de voiture, ça commence à être loin. Et du coup, il y a un côté où si on veut assurer une relation de proximité avec nos maîtres d'ouvrage, avec les bâtiments, avec les sites, et vraiment devenir des vrais connaisseurs de tout ça, de construire des liens humains, etc., on a par nécessité décidé de se restreindre. Donc ça, c'est l'idée pour cette planche. Et pour compléter, en fait, cette restriction territoriale, elle est aussi liée finalement aux services de l'État auxquels on fait appel, ou nous font appel finalement pour avoir les projets de restauration, puisque en fait à chaque monument protégé, on a des comptes à rendre entre guillemets au service de l'État, et finalement de réduire le champ d'action fait que à chaque projet ici présenté sur la carte, on a affaire aux mêmes personnes, et donc la démarche de prendre connaissance, d'apprendre à connaître les gens, et pas à faire dans chaque territoire, là, elle se fait en une seule fois sur les deux territoires en question, et ça permet en fait d'arriver avec plus de vitesse sur chaque projet, on va dire. En fait, chaque DRAC et chaque UDAP, donc les architectes des bâtiments de France et les conservateurs des monuments historiques, ont besoin d'être assurés par une capacité de faire. Et du coup, disons que quand on commence à rentrer en relation avec toutes ces personnes, c'est bien de pouvoir continuer et construire quelque chose sur le plan humain aussi. Et puis aussi de limiter le territoire, ça permettait aussi de ne pas dériver du projet d'Atlas qui alimente aussi disons c'était notre motivation première quand on s'est associé. Pour ce qui est du coup donc là c'est une variété de programmes. En gros, c'était pour vous montrer. Donc on intervient sur des maisons protégées au titre des monuments historiques. Donc là à Roscoff. Ensuite sur des églises classées, donc celle de Locronan, sur des chapelles désaffectées, enfin ou en tout cas qui ont des programmes, une programmation partielle comme la chapelle des Jésuites de Quimper, sur par exemple des édifices comme des pigeonniers. Mais du coup des enceintes urbaines, donc on a eu la chance de gagner des accords cadres de diagnostic qui nous ont permis aussi de travailler sur des programmes très variés, avec des problématiques qui vont de la restauration, on va dire fondamentale, à la question de la réaffectation et de l'usage. Donc du coup cette espèce de spectre est assez stimulant, on va dire. Et donc concrètement, on intervient sur des édifices qui existent. Et donc vu qu'on s'est quand même un petit peu intéressé à la question,
disons qu'on les aborde sans a priori, quoi, dans toute leur complexité et dans toute leur spécificité. Et à chaque fois, quand on se lance dans la prise de connaissance d'un monument, on le considère comme une forme parmi le monde des formes existantes. Et du coup, on peut appréhender, avec ce point de vue-là, qui nous a été aussi livré par Chaillot, les édifices dans le soin de leur forme et de leur relation au site globalement. Oui, et c'est pas parce que c'est un monument historique qui pour nous a pas d'intérêt, en tout cas dans le monde du projet. C'est que ce que tu disais sur les formes, c'est qu'il y a des réponses à des contraintes géométriques qu'on trouve dans les monuments, qu'on peut tout à fait réadapter dans le monde du projet contemporain. Et c'est là où on n'a pas d'a priori quand on arrive sur un monument, c'est qu'en fait il peut tout de suite nourrir notre imaginaire. Je pense qu'on peut directement briser la chose. C'est, en gros, il y a entre le pastiche et la création contemporaine, il y a tout un monde et une nuance de subtilité qu'on a décidé de ne pas considérer comme des blocages, mais plutôt comme des portes à ouvrir. Et du coup, à partir de ce moment-là, ça devient assez génial parce que là, typiquement, un détail. Donc là, c'est le bas d'une façade, c'est une espèce de bandeau à rodant qui lie un peu le sol à l'élévation de la façade. Et on pourrait très bien faire en architecture contemporaine ou moderniste une relation analogique entre un joint creux qui vient lier une paroi et un plafond, quoi. Et je pense qu'il y a toutes les formes sont exploitables à partir du moment où l'analogie n'est pas littérale et où on ne vient pas refaire un édifice pastiche. Et là, typiquement, on a un glacier à caver, ce qui est une forme qu'on a retrouvée dans des architectures japonaises. Donc en fait, il y a une richesse qui une fois qu'on s'y ouvre, elle est assez infinie. Et ça, je pense que je ne vous l'apprends pas, hein, chacun a sa propre expérience du réel, mais nous, c'est notre manière de faire pour appréhender tout ça, c'est d'y aller, quoi, et d'y aller à fond. Donc, en gros, on va dans les combles, on aime bien les combles. Donc, on se met nu et puis on va chercher les charpentes, on va regarder là où elles sont dégradées, parce que, ah oui, ça c'est un truc, je vais vous laisser continuer, mais en gros, on arrive tout le temps parce qu'il y a une inquiétude forte sur un monument et du coup la raison de notre présence c'est que ça tombe ou que c'est instable ou que c'est dégradé et on ne sait pas quoi en faire. Oui, voilà, donc on arrive dans une impasse en règle générale et du coup l'idée c'est par la connaissance des bâtiments, du coup par l'expérience concrète physique du bâtiment, de comprendre de quoi on parle et en gros de questionner toutes ces dimensions, usage, dégradation et du coup projection en termes de programme aussi. Et donc de déployer la méthode de diagnostic apprise à Chaillot, donc c'est-à-dire de décortiquer le monument pour comprendre nous, déjà dans un premier temps, comment il fonctionne, dans quel état il est, et puis aussi, dans un second temps, de transmettre toutes ces informations à nos commanditaires, à travers les spécificités architecturales, historiques, et puis son état sanitaire, et dans un dernier temps aussi toutes les potentialités que le monument offre. Et donc c'est là où le dessin est un outil à la fois de digestion pour nous de tout ce qu'on a pu voir et observer sur site, et dans un second temps un formidable outil de médiation. C'est pas juste un dessin qui est fait par plaisir, même si on s'amuse à les faire. Mais voilà, à l'issue du diagnostic, disons, on est les individus qui connaissent globalement le mieux le monument. Et une petite chose à rajouter là-dessus, c'est que le diagnostic, il s'adresse comme une faisabilité à un commanditaire, et en fait, les commanditaires, ils ont besoin de comprendre ce qui affecte le monument pour ensuite que ça puisse justifier les sommes considérables qu'un monument historique a besoin en termes de dépenses. Et du coup, la base du diagnostic, c'est avant tout de faire comprendre à une personne non initiée à l'architecture des problèmes qui vont dépasser financièrement ses capacités et donc pour lesquels l'État et d'autres institutions sont là pour accompagner. Et ça, c'est important parce que du coup, il y a un côté où à la fois le dessin, c'est dans des monuments qui sont complexes architecturalement, il faut qu'on les comprenne pour les expliquer. Donc il y a un côté où en fait,
le dessin est une sorte de passage obligé pour ensuite pouvoir aborder ça de façon pédagogique. Donc là, c'est le côté dichotomique du dessin, à la fois digestion et médiation, ça, on tenait à bien le faire comprendre. Et donc ça passe par des représentations à des échelles plus ou moins grandes. En gros, là, typiquement, on nous a commandé un diagnostic sur l'enceinte médiévale de Quimper. Et donc là, disons que le dessin permet de comprendre les densités de la ville, la relation entre des monuments et ensuite du tissu plus domestique. Et en gros, je pense que quand on considère un monument dans un ensemble urbain, les ambitions programmatiques pour ce monument ne peuvent pas être décorrélées de l'abord direct, mais aussi d'une structuration, qu'elle soit historique ou spatiale de la ville. Donc ça rentre aussi dans... Disons que c'est pas parce que... disons que la méthode de Chaillot, on a souhaité la garder à toutes les échelles du projet et de l'analyse. Oui, et dans ce cas présent, il faut quand même donner la nuance, c'est qu'on a 5 monuments dans la même ville à traiter, et que là, c'était une opportunité pour nous aussi de créer les connexions entre les monuments, et de ne pas se limiter seulement au périmètre de restauration qu'on nous a confié, c'est-à-dire souvent juste les 4 murs de l'église ou du bâtiment, et finalement pas pousser la question plus loin. Et en fait, nous, ce qu'on cherche à faire à chaque fois via le diagnostic, c'est justement d'aller un tout petit peu plus loin, qui permet de mettre le projet de restauration dans un avenir qui va au-delà des travaux de restauration, mais qui permet de questionner les usages et de lui donner une autre valeur, une valeur plus actuelle, contemporaine. Et la coupe, c'est par exemple ici un bon exemple. On a la chapelle à gauche et on a le centre-ville à droite. Et en fait, depuis le centre-ville en partie basse, aujourd'hui, on a complètement oublié la chapelle parce qu'elle est presque désaffectée. Et pourtant, dans cette coupe, on voit qu'elle a une place assez centrale, assez imposante. Et pouvoir faire ce dessin, et ici, dans la coupe longitudinale aussi, c'est de montrer que finalement, elle est vraiment omniprésente dans la ville et que ce serait bête de ne pas créer les connexions pour pouvoir l'utiliser plus tard. Et en gros, c'est tout le temps la même chapelle des Jésuites, du coup, un bâtiment assez enclavé dans le plein centre historique de Quimper, dans la couronne 17e en tout cas. Et en fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est que dans la coupe précédente, c'est la chapelle des Jésuites enclavée, mais possibilité d'itinéraire urbain, possibilité de tirer parti de cet espace qui est incroyable, qui est un espace avec des potentialités dingues, qui est utilisé aujourd'hui par le conservatoire de musique, mais seulement en été parce qu'en hiver il fait trop froid. Et du coup, il y a des itinéraires urbains dans le centre-ville qui sont nord-sud et très peu est-ouest. Et du coup là, la question se pose. Donc là, vous voyez l'enceinte médiévale qui est là, avec une tour. Et du coup, comment on vient happer le promeneur, comment on vient réintégrer des logiques d'itinéraire urbain dans la ville par les monuments historiques, comment les monuments historiques deviennent des leviers d'appropriation de la ville. Ça nous intéresse vachement, de sortir un petit peu de l'ornière patrimoine un peu, et le diag ait cette occasion-là, via les faisabilités, de questionner un peu la capacité des monuments à dépasser l'image purement d'écrin, d'écrin artistique, quoi. Et donc ça passe aussi parfois par le fait d'évoquer des états antérieurs d'un monument pour le donner à voir, lui redonner une sorte de redorer une image dépréciée. Typiquement, souvent les monuments souffrent vachement de la dépréciation, de ce qui les a conduits à la ruine, c'est le fait qu'on les ait un peu laissés de côté, oubliés, ou qu'on ne les utilise plus, quoi. Et là, par exemple, typiquement pour des monuments comme l'église de Locronan qui a perdu sa flèche, le fait de chercher à savoir à travers l'histoire comment elle était, d'évoquer sa période fastueuse, nous semble intéressant au titre pour susciter l'intérêt public qui ensuite, on l'espère, suscitera une prise en charge publique. Et donc du coup, là, pour reconstituer cette flèche, on a été voir tous les clochers du Finistère, concrètement, du nord au sud, et on a fait un travail analogique qui est, à notre sens, déjà un travail de création. Puisque la mécanique des similitudes fonctionne dans notre cerveau comme le mécanisme de base du projet, ou en tout cas, on fonctionne tous par comparaison. On invente à partir de choses qui existent, quoi. Et donc, voilà ce qu'on voulait dire ici. Et donc, parfois, ça donne lieu
Parfois, ça donne lieu à des volontés de dépasser le travail du diagnostic pour qu'il ne termine pas dans un tiroir. Et là, la commune de Locronan, sous prétexte des 600 ans du monument, qui était un bon prétexte, nous a commandé une exposition pour relayer tout le travail qu'on avait pu faire. Et donc ça a donné lieu au dessin d'un meuble pour bien communiquer autour du travail et des conclusions qu'on avait, dans le but de récolter des fonds pour les travaux projetés de restauration, dont on vient de gagner le suivi de maîtrise d'œuvre, donc on est très content. Photos de la création du meuble. Alors là, c'était vraiment un décloisonnement intéressant parce qu'on a travaillé avec un menuisier qui fait essentiellement des menuiseries de monuments historiques, qu'on a ramené dans le monde de la création, disons, contemporaine. Et c'était vraiment passionnant. On a pensé ce meuble pour qu'il puisse être démonté et éventuellement replacé, et puis noir pour qu'il puisse aussi mettre en valeur les panneaux projetés. Donc ça, c'est des toutes petites opérations qui vont très vite. Et étant donné qu'il y a une certaine forme d'inertie dans les sujets patrimoniaux, c'est vrai que ça nous a fait... on était assez content que ça puisse aller assez vite. Et là, c'est l'un des premiers exemples de décloisonnement d'un savoir-faire qu'on retrouve exclusivement en monument historique vers un dessin contemporain. Et c'est un petit exemple, mais c'est l'un des premiers exemples qu'on a et qu'on a réussi en fait à déjà développer sur d'autres sujets qu'on va développer plus tard. C'est une amorce un peu de l'approche mobilière, on va dire. C'est rigolo parce qu'en fait on transite, les exemples forment une base pour la réflexion pour la suite, etc. Comme dans toute démarche un peu itérative. Et là c'est vrai que c'est un meuble contemporain à des fins d'explication d'un monument ancien dans un écrin ancien, et donc du coup concrètement il était déjà une première opportunité de vraiment dire réellement ce qu'on souhaite dire. Et donc c'est le maire de Locronan qui nous l'a commandé après le diagnostic, parce qu'il pensait vraiment que c'était très intéressant de pouvoir montrer tout le travail qui avait été fait jusqu'à maintenant. Et donc il y a une sorte de retournement entre le fait que le monument nous permette de raconter des choses, puis le monument via un maître d'ouvrage nous permet d'avoir une occasion de faire un meuble qui devient scénographique, et donc il y a plein de choses qui se passent qui nous stimulent aussi. Je veux dire, c'est pas linéaire, quoi. C'est à un moment donné, on a 3 mois pour faire un meuble, on le fait aussi bien qu'on peut, et il y a un côté où... Oui, c'est la conséquence du diagnostic et du travail. Et donc ce meuble, pour la petite anecdote, nous a servi à récolter des fonds pour Locronan. Et puis la commune de Chartres, que l'on accompagne pour la création de vitraux, on leur avait glissé dans notre rapport de diagnostic la possibilité aussi de communiquer de cette manière, et ils nous ont demandé s'ils pouvaient acquérir ce meuble. Et donc le meuble de Locronan, pensé pour être démonté, a été démonté et remonté dans la collégiale de Chartres. Et ça a son importance pour la suite de ce qu'on va vous raconter. Donc le processus, il n'est pas aussi linéaire que ça. Hein. C'est pas un diagnostic et puis après ça donne lieu à une exposition, etc. C'est un peu plus complexe. Parfois, on arrive quand même dans des situations d'impasse, à la fois émotionnelles et aussi financières, ou même après un sinistre. Et pour passer de cet état-là à cet état beaucoup plus vitaliste, d'un état restitué, une restauration, ou alors amorcer un travail un chantier de charpente, ça passe par plusieurs étapes, et on doit forcément s'adapter au sujet. Et en gros, il y a quand même peu de chances de susciter l'intérêt public autour d'un monument si à un moment donné on ne se pose pas pour essayer de le comprendre, de l'expliquer, et ce temps de compréhension nous conduit à l'aimer, et l'amour qu'on a pour lui, on a envie de lui renvoyer ensuite. Ça, c'est assez basique, plus on connaît les choses, mieux on les aime. Et du coup, dans tous les cas, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on s'est fixé, c'est-à-dire y aller tout le temps un peu à fond je pense que c'est une condition qui est assez importante pour ensuite conduire le projet à se faire. Et donc ça serait malhonnête de penser qu'on le fait tout seul.
Donc on est entouré dès le diagnostic souvent d'entreprises spécialisées, comme des menuisiers, comme des céramistes, comme des maîtres verriers, comme des charpentiers escaladeurs, comme des économistes. Donc voilà, on fait ça en équipe. Et c'est ça qui est super. Enfin, je pense que le diagnostic est un moment d'apprentissage et de pédagogie pour nous-mêmes, parce qu'on rencontre des gens qui sont meilleurs connaisseurs que nous sur les sujets. Et du coup, à ce moment-là, ils nous racontent ce qu'ils voient, et là, on apprend concrètement. Et je pense qu'il y a une bonne partie de notre apprentissage qui s'est fait avec les entreprises du monde des monuments historiques. Et je pense que ça, c'est vraiment une chance et une richesse du monde du patrimoine, qui est de rassembler à un moment donné, dans un moment qu'on appelle le diagnostic. Oui, c'est aussi un moment où on révèle avec eux toutes les qualités du monument qu'on peut ensuite exprimer au maître d'ouvrage. Et ça, c'est super important, parce que c'est en révélant ces qualités qui parfois sont un peu mises de côté que derrière, on arrive à leur faire un projet finalement d'usage ou de réintégration d'un programme qui n'existe plus, parce qu'on a réussi à montrer que le monument n'avait pas que des qualités juste visuelles ou juste une valeur historique, mais que ça pouvait aller plus loin justement avec certains vitraux, certaines mises en œuvre. Et ce moment-là, avec les artisans, ça permet aussi de faire ce travail-là. Et donc en fait, là on arrive à la troisième partie, qui correspond à un petit peu en quoi cette pratique, dans un territoire, avec des gens, avec un contexte humain, et à travers l'exercice, on va dire patrimonial, en quoi cette pratique, elle nourrit une certaine vision du projet d'architecture. Et en gros, la première question qu'on se pose, c'est quelles sont les conditions qui permettent aux édifices de devenir anciens ? Quelles sont les constantes d'une architecture qu'on pourrait nommer restaurable, et est-il possible d'adopter une démarche d'atelier en conséquence pour essayer de s'inscrire dans la durée. Donc je pense que c'est aussi une porte ouverte vis-à-vis de ce que de nombreux architectes font ou tentent de faire, et c'est un peu la manière qu'on a de se l'approprier. Et donc en fait on pense qu'il y a trois grands ensemble. Donc il y a la forme et la conception. Donc la forme en tant que telle. Oui, première constante, la forme. Donc conception formelle adaptée au territoire, aux intempéries. Mais... En gros, l'une des premières choses qui fait qu'une architecture est restaurable, notamment là pour la chapelle des Jésuites qu'on retrouve, c'est une chapelle qui a des pentes de toiture à 60%, et donc elle est très exposée aux intempéries. Elle emploie pour cette toiture-là et pour ces portées-là, donc pour couvrir d'aussi grands volumes, des fermes tréteaux qui assemblent des tout petits bouts par rapport aux charpentes du XVIIIe siècle et du XVIIe, des tout petits bouts de charpente qui sont assemblés un peu à la façon par économie, on va dire. Et donc ces fermes tréteaux permettent à la fois de franchir des grandes portées du programme, d'évacuer les eaux rapidement, et en gros ont une forme qui est par essence restaurable, puisqu'on peut, la démonter pièce à pièce. Restaurable et durable, puisque en fait, justement, ces formes-là qu'on retrouve particulièrement là ici des grandes pentes de toiture, qui sont liées finalement juste aux intempéries, permettent au monument de passer les années, puisqu'il évacue correctement les eaux, et que du coup ces bois de charpente ne pourrissent pas, etc., etc. Et finalement, c'est pour ça qu'on s'intègre et qu'on s'intéresse à des territoires très restreints, parce qu'en comprenant leur forme, on comprend finalement ce qui est les conditions ou les mises en œuvre qui permettent à chaque bâtiment d'être durable. C'est assez basique, mais c'est une somme de relations entre une forme liée à un climat et liée à une ressource et à une possibilité technique et humaine en gros, de réaliser cet ouvrage. Donc en gros, c'est pas seulement... ça paraît simple, mais en fait, c'est déjà un résumé, cette forme de toiture, d'une somme de relations qui sont pas si évidentes à réactiver, en fait. Et donc pour la seconde partie, qu'est-ce qui rend l'architecture restaurable à notre sens ? Eh bien, c'est à l'échelle de l'ouvrage ou de la mise en œuvre, donc on va dire un sous-ensemble de la forme. Eh bien, des relations entre des éléments qui sont intelligibles,
Donc déjà, l'architecture ancienne est globalement intelligible. On peut la regarder en se disant tiens, ça tient là-dedans, ça se démonte, etc. Elle emploie des matériaux bruts, assez peu transformés, ce qui lui permet en fait de se démonter aussi. Et ensuite, les assemblages sont réversibles. Donc on pense les choses dans l'idée qu'un jour, il y aura un bout. Alors parce que les monuments se dégradent, ce qu'on appelle le vieillissement différentiel, c'est qu'il y a une toiture dure entre 50 et 80 ans pour de l'ardoise, une charpente va durer 400 ans, 500 ans si elle prend pas l'eau, la pierre, il y a une durée de vie en fonction de sa nature, etc. Et ça, c'est assez intéressant. La réversibilité des assemblages, puisqu'en fait, à un moment donné, on va devoir forcément décrocher un bout qui sera plus vétuste qu'un autre. Donc ça paraît basique, mais c'est une des conditions. Et c'est constitué en fait d'un assemblage de plusieurs éléments qu'on peut facilement remplacer partiellement ou totalement. Et en fait, ça, c'est des idées qu'on peut tout à fait remettre dans le projet contemporain pour faire en sorte, notamment au niveau des matériaux bruts, de se dire finalement un bout de bois, que ce soit maintenant, il y a 70 ans ou dans 200 ans, ce sera toujours le même bout de bois et on pourra le remplacer. Et le fait qu'il n'y ait pas de colle, pas de produits rapportés, fait qu'il est restaurable en soi ou en tout cas remplaçable partiellement. Et un ventail de fenêtres qui dure, quoi, tout simplement. En fait, un mur rideau, par exemple, c'est plus compliqué de changer que par rapport à une fenêtre qui est sur gond. Donc c'est basique, encore une fois. Et la charpente, c'est un bon exemple entre une fermette avec des assemblages métalliques et ensuite tout d'un coup des chevilles qui viennent comme ça joindre un arbalétrien à une entrée. Enfin, c'est des exemples basiques qu'on a fournis, mais oui, ici par qui exemple sont valables. Une corniche où on peut simplement changer une pierre calcaire qui est très détériorée. On va changer que celle-ci. À côté, un assemblage bois qui est du coup lisible et intelligible qui permet d'être restauré derrière, ou des toitures simplement en ardoise, mais qui peuvent être tout à fait entretenues, restaurées. Et la question de l'entretien est hyper important aussi derrière, puisque c'est l'une des conditions pour que le bâtiment dure. Et donc dans la conception, c'est super important de ce point de vue-là. Puisque si on ne met pas les conditions d'entretien, on ne met pas les conditions pour que le bâtiment dure. Et on n'a pas envie, quand on construit et quand on est architecte, on a envie en tout cas que ça dépasse les 10 ans qu'on nous impose. Et donc, en gros, là, on va vous expliquer, enfin, vous rentrer dans la troisième partie du diagramme, qui est en gros comment on essaye de s'inspirer de ça dans les projets qu'on nous confie et comment cette réflexion d'architecture restaurable nourrit comme une trame de fond à toutes les échelles de projet, que ce soit à l'échelle d'un site ou à l'échelle d'un détail, bien notre parcours. Donc, oui, donc là c'est l'une des premières commandes que l'on nous a confiées avec un manoir très près de Quimper. C'est un édifice totalement désaffecté, c'est le manoir de Toulgoat. Il y en est un monument assez remarquable, un monument situé sur une sorte de promontoire et qui domine totalement la vallée. C'est un monument aussi qui est très hiérarchisé dans sa construction, avec des façades en pierre de taille pour les façades d'apparat. Et puis dans les arrière-cours, des moellonnages beaucoup plus sommaire. Il est aussi situé dans un écrin boisé qui est vraiment remarquable. Et toutes ces ouvertures constituent des cadrages qu'il est assez facile de valoriser. Et donc systématiquement, on réalise une analyse historique du monument qu'on synthétise sous cette forme le plus souvent. Et cette analyse historique, elle a fait la démonstration que le changement d'usage dans l'histoire du monument était possible. Donc il y a au XVe siècle la construction d'un monument que l'on a voulu, on souhaitait qu'il fasse preuve de monstration. Puis ensuite, au XVIIe siècle, les propriétaires décédant, il y a une congrégation religieuse qui est venue occuper le monument. Il l'a développé avec sa petite chapelle. Puis jusqu'au XIXe siècle, cette congrégation s'est développée avec la petite orangerie que l'on voit derrière. Et cette congrégation est partie. Puis il y a eu donc un ambassadeur au début du XXe siècle qui a occupé le site et a développé aussi tous les communs et qui ont constitué une arrière-cour sur
disons, la partie un peu, enfin, secondaire du manoir. Et au final, au passage, le fait que ce manoir, parce qu'il avait une valeur architecturale et de configuration de site intéressant, a permis d'accueillir des usagers au cours du temps. Et pourtant, ces murs sont très très rigides, c'est de la pierre de taille, c'est quasiment, enfin, ça demande beaucoup d'énergie pour la démonter et pour la mettre en œuvre. Et donc du coup, il y a un côté où cette potentialité-là, elle rejoint une citation de Luigi Snozzi qu'on aime bien, qui consiste à dire: si tu veux construire durable, construis tes murs en pierre. Et il y a un côté où en fait une sorte de permanence permet une évolution, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est parce que c'est très rigide que c'est très réutilisable et que c'est très durable. Oui, et dans cet exemple aussi, il faut rappeler que le commanditaire nous a demandé d'implanter le programme d'une réception, d'un mariage, et finalement nous demander de construire une salle de réception qui n'existait pas sur le site. Et finalement, l'étude historique nous a amené à justement faire l'inverse de ce qu'il nous a demandé et répondre en pouvant s'implanter dans les bâtiments existants, en augmentant le site sans le dénaturer. Et ici, c'est le point 3, par exemple. On va voir les petites actions ensuite. Mais finalement, on a trouvé, grâce à l'évolution historique, le moyen d'implanter une salle en faisant un travail de sol assez important, mais en s'inscrivant finalement dans le volume des toitures existantes. Pardon. Et en trouvant la réponse qui permettait de ne pas dénaturer le site et aussi de justifier ça auprès des ABF et de tous les services de l'État qui ont beaucoup à dire quand on construit, dans le cadre des monuments historiques, un bâtiment neuf qui peut potentiellement abîmer les qualités paysagères et patrimoniales du site. Et un truc qui est intéressant ici, c'est que l'idée de s'inscrire dans un volume existant permettait de garder les relations entre le bâti et l'espace libre comme celui d'une cour. Et donc la cour, dans la valeur de sa configuration, a gardé ses qualités, quoi. Et donc il y a un moment où c'est des écuries qui donnent sur une cour et tout d'un coup c'est une salle qui donne sur une cour et c'est des relations différentes et pourtant c'est des volumes qui sont similaires. Et il y a un côté où l'insertion contemporaine, l'insert là, va venir remettre en usage différemment une cour. Et ça nous intéresse pas mal, puisque en gros, ça montre à quel point la configuration contient des possibilités. Voilà, là, quelques vues dessinées en storyboard pour expliquer le projet aux commanditaires. L'usage du dessin, là je fais une petite aparté, est assez importante pour nous de ce point de vue-là, parce que sans passer par la perspective finalement rendue 3D, en fait, passer par le dessin, ça permet d'arrêter une idée, un volume, sans arrêter une image fixe qui, pour un commanditaire, pourrait être finalement très figée. Et le dessin, on n'a pas envie de revenir dessus, et c'est une bonne manière pour nous de présenter un projet sans qu'il soit remis en cause, parce que c'est un outil qui est assez fédérateur. Ça nous prend quand même un certain temps, et si on doit le refaire en permanence, et donc avancer petit à petit en posant les choses sans trop définir vite, permet d'arriver à une proposition par exemple d'architecture contemporaine qui n'aurait peut-être pas été acceptée dès le départ si on l'avait léché avec un rendu d'architecture contemporaine. Et donc ensuite, donc on a deux autres projets qui sont à Roscoff, du coup en Finistère Nord, en bord de mer, le long du chenal de l'île de Bas, un paysage lunaire à marée basse, et donc une maison dont la proue est sur la mer, et une autre maison qui est plus intérieure, en intérieur d'îlot et sur rue. Donc ce premier projet dont on va vous parler, c'est cette maison d'armateur qui est ici. Donc un commanditaire privé nous a sollicité pour savoir s'il était possible d'installer dans cette maison, enfin oui, il en était persuadé, mais il nous a quand même demandé de vérifier si c'était possible d'installer ses collections. C'est un collectionneur d'art et de tableaux, enfin oui, de tableaux. Et donc ça, c'est la façade sur ce qu'on voit, c'est la façade sur rue. Donc c'est une parcelle laniérée, donc très très longue.
On voit la partie sur l'espace public qui est constituée d'une avant-cour, d'un corps principal, ensuite d'ailes en retour, puis une arrière-cour, des appentis, puis ça se déploie de manière typologique sur toute la profondeur de la parcelle. Donc quelques images. Oui, et puis ici, surtout le besoin de voir si le programme souhaité par le commanditaire rentrait finalement dans la boîte qu'on nous confiait. Et très vite, on a vu qu'il fallait construire en plus dans la parcelle. Donc c'est posé la question, comme le projet précédent, d'analyser le monument et son développement historique pour réussir à implanter deux bâtiments neufs dans un contexte très, très patrimonial et très protégé. Et c'est un bâtiment très terre-mer, donc avec une face très minérale côté mer, et ensuite une face très végétale avec le jardin. C'est vraiment 2 salles, 2 ambiances, et le jardin est en plus assez symptomatique du Finistère Nord, avec des arbres exotiques, des poiriers en espalier, etc. Et c'est vraiment ça, c'est ce côté dichotomique de la maison. On s'en est assez inspiré aussi dans la scénographie. Et en gros, donc à l'intérieur, une belle charpente du XVe siècle qui remploie des morceaux de mât notamment, et ensuite subsiste peu de seconde œuvre, donc les planchers décorés et des jolies cheminées en pierre. Le tout dans un état de presque ruine. Et donc du coup on repasse par l'analyse historique pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a... comment le monument a évolué. Et en gros, on s'est rendu compte que le monument avait eu des appentis, il en subsistait un, et notamment une galerie qui reliait le bâtiment principal, le logis, à cet appentis. Donc du coup, on commençait à comprendre une logique d'implantation comme ça, longitudinale, dans la parcelle à l'arrière, une parcelle très fine. Et donc du coup, presque déjà des intentions de projet. Et elles se sont concrétisées par cette proposition de plan. Donc en gros, il était question de réussir à tout mettre, à rendre accessible le bâtiment à rez-de-chaussée au PMR, et donc avec un ascenseur pour l'étage. Et donc on s'est servi de cette galerie qu'on a restituée dans sa forme pour donner accès au pavillon au bout. Et ensuite, on a réutilisé l'emplacement d'un ancien appentis pour étendre un autre pavillon d'exposition, pour recréer cette intériorité d'arrière-cour, et donc voilà, dans une espèce de dimension un peu analogue. Et donc là, on vous montre la maquette qui a été réalisée par Antoine, et donc qui consistait à assurer une certaine forme de continuité dans la forme, mais avec l'idée n'était pas de faire un pastiche sur les extensions, et donc de proposer une vraie architecture contemporaine qui avait le goût du site, quoi. Donc avec la proposition de toiture avec des ardoises épaisses, et tout ça reposant sur une sorte de pan de verre, on va dire, charpenté. Oui, et ouvert sur le jardin, ça c'est important, parce que singer une forme ancienne nous aurait conduit à faire un appentis fermé, et là, étant donné qu'il n'y avait pas forcément de lieu pour recevoir des expositions temporaires notamment, et de pouvoir ouvrir ce pavillon sur le jardin, apporter une réelle plus-value au site. Oui, et puis finalement créer une galerie derrière de connexion et ce bâtiment neuf, c'est aussi dans ces formes-là les inscrire dans une continuité formelle, comme on l'a vu tout à l'heure, qu'on retrouve dans le village, dans la ville, et aussi l'inscrire, on espère, dans le temps long, dans l'inscription du monument, que en fait, notre intervention puisse à long terme être inscrite au même titre que le monument et puisse faire un tout. Et je pense que parfois ça peut exister. Il y a certains monuments et certaines interventions contemporaines qui finissent par être inscrites et classées monuments historiques, puisqu'ils font partie et qui sont bien intégrés au monument. En gros, en proposant des volumes qui sont familiers du site, il y a un côté où en fait on apporte une sorte de banalité qui crée une familiarité, on espère, enfin en tout cas on va le voir par la suite de ce qui se passe, et c'est vrai que ça en tout cas c'est une des ambitions dans lesquelles on croit. Et donc on se propose de se servir du monument comme matrice
donc dans son histoire, mais aussi dans sa forme. Et donc là, typiquement, on nous a confié la mission de scénographie pour ce musée, donc présenter la collection de tableaux. Et donc là, on se sert, par exemple, des ébrasements de fenêtres pour créer des dispositifs scénographiques qui sont des niches sonores. Et donc, à la fois des cadrages sur le jardin et la mer qui sont des tableaux en soi, par analogie, et à la fois des espaces à usage. Et donc là, on s'est proposé de fonctionner de façon diagrammatique du concept abstrait jusqu'à la coupe en technique. Et en fait, en décomposant ça, on essaie de construire aussi un discours vis-à-vis de la réappropriation de la matière du monument. Et donc c'est à la fois s'expliquer à nous-mêmes, mais expliquer aussi au maître d'ouvrage, ce qui est souvent moins évident. Et pour compléter, comme le meuble de Locronan qu'on a vu tout à l'heure, ici on est aussi dans une approche mobilière en fait de notre intervention, qui est mobilière et réversible. On voit dans ce type de monument qui est en fait, c'est des monuments qui arborent souvent une boiserie soit basse, soit de hauteur, qui viennent habiller les murs. Ici, c'est notre scénographie qui viendra habiller une partie des murs, mais qui reste une scénographie qui peut être finalement enlevée du monument. Et celui-ci, après finalement l'usage de musée, peut retrouver d'autres dispositions qu'il a connues avant et avoir un nouvel usage, une nouvelle vie. Et c'est pas une motivation première, mais c'est la conséquence d'une façon de procéder à laquelle on est bien obligé de conclure, quoi. On voit qu'on fonctionne comme ça, le processus qu'on a nous amène à faire ça. Et donc ici, Vincent, je peux te laisser continuer sur... C'est l'autre opération de Roscoff, c'est la maison incendiée qu'on a montré tout à l'heure, et dont il avait été question, dont le sujet qui va nous intéresser là est la restitution de sa lucarne, qui est un des dispositifs des maisons roscovites assez singuliers, et dont la maison était dépourvue depuis le 19e siècle. En fait, on avait rencontré la propriétaire durant l'étude en 2019, et en fait, elle nous avait montré une photo de photomontage. Elle avait fait sa maison avec sa lucarne qu'elle avait plus, parce que à Roscoff, les lucarnes se sont baladées, on les a démontées, c'est des ouvrages du XVIIe siècle ou XVIe siècle parfois. On les démonte, on les remonte ailleurs, et il y a des lucarnes qui ont été volées littéralement, ou remployées, on va dire plus simplement. Et du coup, dans l'idée de reconstruire son comble, c'est poser la question de savoir si on restitue la lucarne en guise d'apport de lumière. Et donc là, c'est reparti dans notre affaire, à chercher, à regarder sur toutes les lucarnes de Roscoff comment elles étaient faites. Et donc cette situation tragique d'une dame qui a 90 ans, qui a failli perdre la vie dans un incendie, et tout d'un coup qui va retrouver un ouvrage dont elle avait rêvé sur un photomontage, c'est une façon de transformer un peu un moment tragique en quête de quelque chose d'assez joyeux, quoi. Et donc la recherche analogique nourrit ça. Et donc par contre, quand on se lance ce genre de défi, c'est pas si simple, parce qu'en fait, une lucarne du XVIIe siècle, c'est un petit bâtiment à part entière, avec sa logique constructive et ses ornements, dont il faut faire la synthèse. Et ensuite, c'est toute une configuration de charpente pas si évidente. La charpente tient la lucarne, en gros, en partie. Et donc, c'est une somme de choses à comprendre. Et donc là, on est aidé typiquement par le charpentier qui nous explique un petit peu comment tiennent les pièces, et après, on les redessine, le dessin étant une synthèse d'une connaissance et pas un but en soi. Oui, et dans le cadre du monument historique, c'est aussi des choses difficiles à défendre, ça je pense qu'il faut le dire. Restituer un ouvrage qui a disparu, et il faut tenir bon pour que les services de l'État nous suivent là-dessus. On a le meilleur exemple avec Notre-Dame, qui a brûlé, mais sur ce type d'ouvrage-là, en fait, il faut vraiment aller chercher beaucoup d'énergie pour les convaincre et leur dire que c'est nécessaire, voire indispensable pour le monument, pour qu'il retrouve une sorte de valeur qu'il a perdue. Oui, en fait, il y avait peu de chances encore de susciter l'intérêt du public, dans le sens service de l'État, et tous les gens à qui s'adressent aussi ces monuments, puisque c'est une façade publique, si on n'a pas un projet qui donne un petit peu un objectif
de retrouver un état fastueux aussi. Là, pour le coup, Roscoff, en fait, on y accède depuis l'Angleterre et l'Irlande. C'est très touristique et il y a un côté où le centre-ville n'est pas... le monument historique, ça a la particularité de ne pas s'arrêter à la propriété personnelle, mais c'est le bien de tous. Donc il y a un côté, quand on agit sur ce bâtiment, on est aussi, d'une certaine manière, en charge de veiller collectivement à cette chose-là. Et donc là, voilà, c'est possible en fait. On a, avec le maçon, à qui a été confiée la réalisation de cet ouvrage, eh bien on a comment dire. On a été recherché, lui a été recherché des manières de faire qui permettaient de tailler un ouvrage de façon assez sensible. Parce qu'en fait, quand vous prenez un bout de granit, typiquement, aujourd'hui, il sort de carrière taillé 6 faces. Vous avez un cube et il faut aller chercher quelque chose qui vibre un peu. Et autrefois, vous avez un caillou, une boule, et vous arriviez à le parementer de façon irrégulière, et donc c'était très dansant. Et en fait, pour retrouver un ouvrage qui se marie à une façade du XVIIe siècle, il y a quand même une manière d'aborder le caillou qui demande à se replonger un petit peu dans la manière de faire ancienne, et donc on se retrouve des manières assez contemporaines de traiter la chose, parce qu'on se dit que là, tout ce qu'on a pu apprendre avec le maçon ici, on pourra le remployer dans des traitements de pierre contemporaines, mais avec cette idée qu'en fait, il y a tout un process, tout un tas d'actions pour arriver à un résultat. Et donc là, typiquement, ça a été un vrai voyage dans le savoir-faire autour du granit, sachant que c'est un matériau qui est dur et qui n'est pas évident à tailler. Oui, et je pense qu'il y a une nuance qui est importante aussi, c'est que c'est aussi pour nous l'opportunité de faire intervenir et de faire monter en compétence ici des tailleurs de pierre qui n'ont plus l'habitude de tailler ces choses-là, et en fait de les embêter un petit peu sur des ouvrages un peu complexes. Ça permet dans les entreprises de garder un savoir-faire qui est en fait en passe de disparaître, notamment chez les couvreurs, chez les tailleurs, et d'arriver sur un projet de restitution ici de lucarne sculptée, ça les met aussi au défi, et nous, ça nous permet aussi sur un territoire de se dire demain, maintenant, on a réussi, entre guillemets, à former par le projet des entreprises et des artisans qui pourront intervenir sur l'ensemble du territoire, et ça, c'est une dimension très importante du travail. Une dimension un peu pédagogique, c'est-à-dire que vu qu'on a considéré jusqu'à dernièrement qu'un édifice ne devait pas forcément retrouver son état ancien, parce qu'il n'y a pas forcément tout le temps de l'argent pour le faire, on a un petit peu cessé de donner ce genre de commandes, et en fait les compagnons, quand on leur donne, en fait on voit qu'ils sont totalement interloqués, ils sont super contents. Là, ils étaient très heureux de la faire, parce qu'il n'y a pas tant que ça d'occasion, sauf sur les grands châteaux français ou de faire ce type d'ouvrage. Et c'est assez important à comprendre, parce qu'en fait, c'est pas juste une lucarne, c'est la preuve qu'on peut faire, et qu'ensuite, on espère, on nous fera confiance pour faire ce genre de choses à nouveau. Donc quand vous dessinerez des détails compliqués, en fait, ça va être chiant pour eux, mais parfois c'est un bon défi pour eux d'essayer d'aller plus loin, de se dire, je vais réussir à le faire, même si habituellement on ne me demande pas ça. Il faut tenir bon, et surtout aller demander au maximum de gens que vous connaissez et qui sont compétents comment ils pensent, parce qu'en fait c'est pas parce qu'une entreprise est par exemple c'est pas comme ça qu'elle a l'habitude de faire ou qu'elle veut pas faire qu'il n'y a pas une autre possibilité, et elle peut y trouver beaucoup de bonheur à faire. Donc je pense qu'on a un devoir, ou en tout cas on a une dimension de notre métier qui consiste à accompagner l'entreprise dans le fait de redécouvrir, ou en tout cas d'appréhender sous un autre angle ses manières de faire. Et du coup, en fait, ça renouvelle son quotidien, et à la fin, on voit que c'est quand même assez heureux, quoi. Donc là, deux autres projets à Thiron-Gardé, dont on vous a montré les photos tout à l'heure, au collège royal et militaire, qui s'est implanté dans une ancienne abbaye. Et donc c'est particulièrement de ce projet-là dont on va vous parler. Donc on nous a demandé de remédier au problème d'accès de musée et de jardin, donc un jardin qui se situe sur cette partie-là, relayé en fond de cour. Donc le site est fortement congestionné, enclavé, on le voit, par des constructions qui sont venues parasiter totalement la lecture du site. Et
Et donc, quelle réaction quelle réaction à l'égard de cet enclavement, de cette distribution du site par une servitude assez boueuse qui mène à une entrée de musée située en arrière-cour, vraiment dissimulée de l'accès public. Ça, ce sont des questions qui se sont posées à nous. Oui, Donc et puis là, le maître d'ouvrage, en fait, sur la slide d'avant, mais le maître d'ouvrage n'avait pas encore le bâtiment qu'on voit en premier plan et ses extensions. Et du coup, il nous a demandé ici de faire une entrée de site, une entrée de musée, avec une boutique et un salon de thé. Donc permettre l'accès depuis la rue et plus être obligé de faire le détour par la servitude. Oui, et l'analyse historique, une nouvelle fois, nous a permis de comprendre plusieurs choses, notamment quelle était l'origine de cette congestion progressive. Et donc, on a compris assez rapidement que depuis la Révolution, le site s'était aggloméré petit à petit de constructions faites de proche en proche, sans réelle cohérence globale, ni ambition d'ouvrir le lieu au public. Donc, on a proposé de retrouver cette lisibilité de l'Ancien Régime, en retirant toutes ces constructions qui étaient accidentelles, pour retrouver donc depuis la rue une lisibilité de l'organisation générale, et puis aussi ça nous a permis de dégager une partie derrière ce qui constituait un ancien cellier. Là, c'est une photo de maquette sans la façade de rue, hein. On précise. Souvent, on intervient en commençant par démolir des choses et ensuite on intègre un programme. Et donc, pour mettre au point l'extension que l'on a proposé de construire dans la partie dégagée, on s'est questionné sur le territoire et les ressources à disposition. Et donc, étant donné qu'en Eure-et-Loire, on construit beaucoup en briques, on s'est rapproché de la briqueterie encore en activité à quelques kilomètres. Et donc, c'est la briqueterie de l'Homme Camondo, qui est photographiée ici en pleine cuisson des briques. Donc, c'est une charpente dont la forme est intimement liée à la fonction, et dont on voit les tuiles ici ajourées, qui permettent, quand on est en période de chauffe pour les briques, de faire évacuer la fumée. C'est assez poétique. Ça, c'est une photographie d'archives. Et on s'est aussi confronté on s'est rendu compte aussi en la sollicitant que la production de briques sur les territoires comme l'Eure-et-Loire était relativement pas en forcément bonne dynamique, puisque pour le pavillon que l'on a dessiné, qui est un pavillon, vous verrez, assez de petite taille, la capacité de production de ce pavillon dépassait la production annuelle de la briqueterie. Et donc ça nous a quand même aussi alarmé sur l'état de la filière. Donc ça nous a motivé encore plus pour édifier ce petit salon de thé en briques. Et ça nous a aussi fortement inspiré, en tout cas dans l'imaginaire que cette construction apporte, quand on s'est rendu sur place, de cette charpente avec cette couverture ouverte qui vient couvrir finalement en contrebas tout ce qui permet de chauffer de chauffer et de produire les briques. Et donc après avoir purgé le lieu de ces constructions parasitaires, on a dégagé ce jardin et proposé de réaliser ce pavillon. Finalement juste un toit, une sorte d'origami qui vient chercher au sud la lumière et puis aussi s'ouvrir sur ce jardin. Et donc, au passage, non, vas-y, je te laisse continuer. Simplement pour dire que la dimension analogique, et on va la voir dans les slides suivantes, mais en gros, les soulèvements de ce toit-là correspondent aussi au soulèvement, on va dire, par analogie de la briqueterie. Oui.
Et donc ça nous a permis, parce qu'en fait on avait un dédale de petites pièces à des hauteurs de sol différentes, qui étaient vraiment incompatibles avec l'ouverture du site au public. Et donc on a, en purgeant, pu obtenir cette transparence qui venait apporter toute la lisibilité à la proposition, depuis la rue ici, vers l'entrée du musée. Et donc, cette proposée à la fois d'être pris en charge par un hall qui permet de comprendre où on doit aller, et puis aussi d'être indirectement relié aux parties existantes, ici la boutique, et puis être accueilli par un hall. Et puis donc cette commande de salon de thé avec la proposition en maquette dans laquelle on a amené notre commanditaire à mettre le regard. Eh bien, ça a changé de volonté. C'est devenu un salon de thé, puis finalement un lieu dans lequel on pouvait envisager des événements, etc. Donc la forme, étant donné qu'elle était assez souple, elle a permis aussi d'envisager une richesse à laquelle, quand ce commanditaire est venu nous voir, il n'avait pas forcément envisagé. Donc voilà, là c'est la photo de la maquette du pavillon, dont le chantier va commencer à la fin du mois. Et qu'on va couvrir en cuivre pour faire un clin d'œil à la cathédrale de Chartres. Oui, c'est un des premiers chantiers où on va pouvoir expérimenter cette idée d'architecture restaurable au travers de la forme, comme on l'a vu, des mises en œuvre, des ressources et de l'usage. Et on espère que ça va bien fonctionner. Ouais. Donc voilà, en couple, c'est donc de ce côté-là la servitude aussi. C'était important quand même aussi de fermer cette servitude, qu'elle ne puisse plus servir d'accès au public, puisque c'est quand même l'accès au logement des voisins. Et puis cette forme qui est une sorte de râpe à lumière qui permet d'accueillir le salon de thé et d'être ouverte très largement sur cette terrasse. Et donc ce rapport constructif que l'on a en essayant de décortiquer les ouvrages anciens, on l'applique aussi à la construction contemporaine avec le même regard. Et là, ici, on a proposé de réaliser ce mur en briques. C'est un mur un petit peu particulier, je pense que vous le savez, mais les briques portent un nom en fonction de l'emplacement où elles sont situées dans le mur. Donc les paneresses en parement, les boutisses dans la profondeur du mur qui viennent harper le mur. Et là, on a proposé de réaliser dans la même cuisson des boutisses de 45 cm qui permettent de harper le mur, donc de se servir des paneresses comme fond de coffrage, d'utiliser du chaud chanvre ici pour répondre aux exigences thermiques contemporaines, et de harper le mur par des boutisses qui viendraient harper le mur dans toute sa profondeur. Et donc protéger une structure en chêne assez fine, qu'on a essayé de faire, du moins la plus mince possible, qui elle-même soutient une couverture, et donc comment dire, dans un rapport avec l'objectif, disons, de préserver au maximum la construction des intempéries, tout simplement. Oui, donc des assemblages lisibles, une conception compréhensible de tous, quasiment facile à appréhender juste en étant dans l'espace. Et puis ce mur qui fait référence à la construction romaine de deux parements et d'une fourrure, mais qui aujourd'hui est aussi un morceau de bravoure pour nous, puisque si je rentre un petit peu dans les détails, aujourd'hui ça passe pas au calcul du contrôleur technique, qui lui attend à la base un mur en béton avec un parement en brique, en fausse brique, pour que ça puisse rentrer dans ses cahiers des charges. Et nous, on doit justifier que ce mur en vraie brique porteuse, avec une vraie fourrure, donc la fourrure c'est la partie centrale, avec le mortier de chaux et de chanvre, on doit le justifier aujourd'hui que construire normalement, comme on a su toujours le faire, c'est quelque chose qui peut rentrer dans les cahiers des charges actuels de construction. Oui, c'est-à-dire que c'est un mur qu'on construit comme ça depuis 10 000 ans, et donc c'est vrai que là, d'essayer, et ça c'est vrai que ces ouvrages sont rapidement confrontés, disons, par le prisme, d'essayer de les comprendre par la norme contemporaine, et de rentrer ces ouvrages dans ces logiciels-là déroge parfois un petit peu du bon sens, et c'est vrai que là, ici, on va y parvenir, de toute façon, ce que je veux dire, les échanges font que on y arrivait, mais je vous garantis que c'était au prix d'échanges un peu laborieux et pénibles.
Et là, comme on parlait tout à l'heure de la forme, la condition d'existence d'un ouvrage comme ça, il est lié à une filière, à des gens qui sont en capacité de le poser. Donc du coup, à chaque fois, il faut réunir toutes les conditions pour rendre possible une chose. Et donc en fait, là, c'est un dessin qui résume. Mais bien sûr, en fait, notamment Vincent a passé du temps à parler avec tous nos interlocuteurs pour rendre possible cette chose-là. Et je pense qu'il ne faut pas non plus qu'on soit dupe des capacités de faire des ouvrages. Là, par exemple, typiquement, le fait que ça dépasse la capacité de la production de la briqueterie, ça nous a interloqués. On s'est dit, déjà, l'intention, c'est une chose, mais la possibilité et la capacité de faire, c'en est une autre, et condition sine qua non. Dans la volonté pour la briqueterie de prendre le matériau et la ressource dans un périmètre relativement restreint. On pourrait très bien aller en Belgique et aller chercher le nombre de briques qu'on veut, mais c'est pas l'idée. C'est de réactiver à travers ces propositions des filières. Et donc je pense que les filières, elles se réactivent par des gens qui vont chercher des matériaux et qui sont en capacité d'ouvrir des carrières, bien que ça soit très très rare. Elles se réactivent aussi par les propositions. S'il y a beaucoup de propositions, il y aura une forte pression sur une ressource qui est, enfin la terre, il y en a plein de sol. Je veux dire, c'est pareil pour les granites ou les ardoises. C'est juste une question d'organisation de société et de direction qu'on veut prendre tous sur l'utilisation de la matière et sur sa proximité. Et donc ce rapport constructif diffère pas véritablement du rapport constructif qu'on a sur le colombier à une cinquantaine de mètres, un colombier qu'on restaure, finalement une maçonnerie épaisse sur laquelle il y a une interaction avec la charpente, soit la maçonnerie soutient la charpente, soit elle la protège, et cette charpente soutient une couverture, c'est finalement un mécanisme assez similaire. Puis comme les briques, les pierres qui soutiennent cette charpente peuvent être remplacées au besoin. Et c'est l'idée de ce mur en briques aussi, c'est que si demain ou dans 70 ans, il y a un angle qui a pris cher, on va dire, et où on a besoin de remplacer une brique, on n'aura pas besoin de remplacer un panneau de parement, on remplacera juste quelques briques qui sont faciles à trouver dans le territoire, puisqu'on n'a pas choisi une teinte ou une matière qui est sur mesure. C'est quelque chose d'assez banal finalement. Donc oui, ça c'est le colombier qui est en cours de restauration et dont on est en train de restituer les boulins, qui étaient les anciennes niches des pigeons qui servent. En fait, un colombier c'était un garde-manger, et donc voilà, ce rapport constructif entre la construction neuve et puis finalement ce bâtiment que l'on restaure à côté. Il y a des ponts, il y a des liens, et ces liens invisibles sont vraiment enrichissent une pratique. Alors, le lien est réel ici puisque l'entreprise qui restaure actuellement le colombier va faire le mur en briques contemporain à 50 mètres plus loin parce qu'il a les compétences pour le faire, et du coup c'est toujours cet aller-retour qui ici est réel et va être mis en œuvre bientôt. Et donc pour finir, on voulait juste évoquer rapidement une restauration de chapelle qu'on a aboutie. Et donc cette chapelle à Guy-Gomard dans le sud Finistère. En gros, elle était dans cet état-là quand on nous a demandé d'intervenir dessus. Un architecte venait de déposer le bilan donc sur ce chantier, et la DRAC souhaitait que le chantier soit repris. On a répondu, on a été pris, et du coup il y avait une forte dépréciation de cette chapelle liée à un état intérieur et extérieur qui était totalement on va dire inadapté à une fréquentation intense, quoi. Et du coup la reprise de chantier nous a permis de découvrir notamment des décors qui étaient cachés derrière des lambris en bois. Et donc ces décors étaient des très beaux décors trichromes, assez rares dans le coin, en Finistère Sud, et du XVIIIe siècle, des années 1770. Et donc en fait, cette découverte a permis aussi un petit peu de remotiver tout le monde, le maire, les services de l'État, autour de la dépense de cet argent public là, à des vocations de recréer un intérêt pour cette chapelle qui était vraiment dans un territoire rural, utilisée 2 fois par an, avec une vraie logique de se demander pourquoi on mettait autant d'argent sur une chapelle comme ça, dans la mesure où le culte n'assurait pas une fréquentation intense du lieu. Et du coup, le projet, la strate de projet, a consisté en fait à lui redonner son décor, et en gros à considérer le vestige comme le pattern qu'on avait trouvé comme une possibilité
de généraliser ça. Il y avait la voûte lambrissée qui était, comme vous l'avez vu, toute bleue et les nervures avaient été un peu mis en l'air. Et il y a une sablière sculptée qui était carentielle, on va dire. Et en fait, les services de l'État ont accepté cette proposition durant le chantier et ça donne ça au final en termes de proposition. On retrouve un état décoratif qui, à notre sens, et ça s'est vérifié par la suite, a généré un réel intérêt de visite dans un parcours touristique autour de Quimperlé. Et en fait, là, on se disait que la condition du restaurable était en fait de réhabiller, de redonner sa tunique décorative à cette chapelle qui, une fois qu'elle l'a perdue, en fait, est une chapelle parmi tant d'autres. Et en fait, il y a une dimension monumentale qui met le monument dans une dignité de protection. Et quand elle le perd, cette banalité questionne parfois la protection au titre des monuments historiques. Et du coup, il y a un côté où voilà, là, c'était une startup de projet qui était plutôt historiciste. Elle a été très contemporaine, parfois un peu entre les deux. Et là, du coup, donc on est passé de ça à ça. Et avec donc toutes les recherches historiques et les dégagements de peinture sur tous les éléments pour retrouver les couleurs anciennes et redonner un éclat à cette chapelle. Oui, parce que souvent on attend de nous de seulement dégager une partie des décors peints encore trouvables, et les restaurateurs de décors s'arrêtent s'arrêtent à ce stade-là. Et finalement, c'est toujours la même chose par rapport au projet qu'on a présenté avant, c'est d'aller un petit peu plus loin et de proposer plus. Et là, le projet de tunique décorative totale, en fait, un projet contemporain en soi, puisqu'il permet aujourd'hui à la chapelle d'avoir en fait un nouvel intérêt dans un territoire qui est assez finalement, elle est assez perdue, et finalement maintenant il y a plus de gens qui viennent la voir, et on en a fait un film qui est aussi projeté dans l'église, etc. Donc finalement il n'y a pas de limite à l'idée d'aller un peu plus loin que la restauration. En fait, il y a aussi le fait que si vous vous enflammez, ou si, en tout cas, si vous prenez du plaisir à découvrir des choses et à essayer de les comprendre, et il y a quand même beaucoup de chances que les autres aussi puissent suivre cet élan. Et il y a quand même une question d'élan dans la restauration et dans les projets d'architecture en règle générale, où en fait on a besoin en tant qu'architecte d'être quand même un peu à l'initiative d'une énergie, et cette énergie ensuite on nous la renverra, et ensuite on vient de créer une flamme qu'on porte ensemble, et je pense que là il y a un côté où le bâtiment, il y avait l'énergie du maire à vouloir restaurer cette chose-là a vraiment été relayée par ça, et voilà, au final il est vraiment fréquenté maintenant. Et pour finir, du coup, on voulait simplement vous montrer des images du bureau, des bureaux, pour vous dire que pour faire tout ça, en fait, on emploie une méthode qui est assez expérimentale, avec des recettes qui ne sont pas forcément prédéfinies, et ça demande une certaine souplesse d'action, et du coup on met à l'épreuve des idées en permanence, et on passe du temps à mettre au point, on dessine beaucoup, on s'échange, et ce qui est visible à la fin, c'est peut-être c'est une partie assez petite, et je pense que et que nos 4 premières années sont quand même assez guidées par les programmes de monuments historiques qui sont arrivés assez vite à nous par l'implantation finistérienne et en Eure-et-Loire, mais que en fait là au bout des 4 ans on va commencer à construire nos projets contemporains, et cette idée d'architecture restaurable et durable qui aujourd'hui n'a pas encore pris forme dans le réel, mais qui voilà, est nourri par tout ce qu'on vous a montré. Donc peut-être qu'on vous montrera plus tard les projets construits pour ancrer ça dans le présent et dans le réel. Ouais. Il y a une idée, une volonté assez pieuse de dire on se fixe ce cap, qu'on y parvienne ou pas, d'une certaine manière, c'est pas notre problème. Enfin, dans le sens où ce que je veux dire, c'est qu'on va faire du mieux qu'on peut pour essayer de le faire, et le principal, je pense, à travers tout ce qu'on vous a montré, c'est de se dire avec aussi humilité, on essaie de faire ça, et on y avance pas à pas, et on espère pouvoir y arriver un jour, et c'est quand même quelque chose qui demande de l'énergie et qui est pas aussi simple et linéaire que la présentation d'une conférence, mais on fait ça avec grand bonheur. Merci. Voilà.
Donc il nous reste un tout petit peu de temps, donc si vous avez quelques questions pour lancer un échange, libre à vous de vous sentir libre de prendre la parole. Merci beaucoup pour cette conférence aussi pour le coup intelligible que décloisonnante sur votre pratique et sur ce que peut être le patrimoine quand on s'y ouvre. Merci. Et vous parlez beaucoup de pédagogie aussi et de transmission et de mise en valeur, d'essayer de mettre un peu tous les acteurs dans un cercle ou un échange vertueux. C'était quoi la première réception de ça? Parce que par exemple en Finistère où il n'y a pas beaucoup d'architectes du patrimoine et il y a un peu ce truc de cristallisation du patrimoine parce qu'il y a plein de petites singularités qui font entre gros guillemets l'identité du lieu. C'était quoi les premières réponses et même actuellement avec les acteurs et avec les échanges, comment ça a été réceptionné ce truc de dire en fait le patrimoine c'est tellement plus riche que juste le figé. Est-ce que les gens étaient assez ouverts ou est-ce que c'était assez compliqué à amener En fait, quand tu l'abordes, nous, en fait, les gens aiment bien mettre les gens dans des cases. Donc, en fait, si tu veux, voilà, nous, on est architecte du patrimoine et on est traité aussi comme tel. Mais en fait, ça demande du temps de montrer et de faire comprendre qu'on est aussi capable de faire d'autres choses et qu'on a envie de faire d'autres choses, de rencontrer les maîtres d'ouvrage qui souhaitent bien nous suivre, comme par exemple au musée de Roscoff. Et c'est plutôt bien reçu puisque les services de l'État sur le permis de construire notamment ont accepté les configurations qu'on propose. Donc j'ai envie de dire, à partir du moment où la justification et où le discours est bien construit vis-à-vis de l'analogie historique, c'est plus facile de partir d'un projet qui s'alimente ouvertement de l'histoire du site pour le justifier aux yeux des services de l'État ou de nos interlocuteurs, dans une région où les gens sont en effet très... ils tiennent beaucoup à leur patrimoine et à leur forme. Donc du coup, il y a quand même une sorte de souplesse à avoir et c'est comme ça qu'on propose d'intervenir. Donc du coup, j'ai envie de dire, pour résumer, il faut être souple. Oui, peut-être pour ajouter, le fait qu'on soit très localisé finalement dans 2 territoires montre pour les gens qu'on a de la considération pour le patrimoine. Et en fait, comme ils sont très attachés à leur patrimoine, cette considération en fait, de base fait que les relations sont assez simples. Et aussi le fait d'aller voir en fait, toutes les entreprises quasiment au préalable, quand on nous dit il y a un tailleur de pierre, il y a des couvreurs qui sont super, allez les voir. Avant même d'avoir un projet, ça permet déjà d'avoir une espèce de constellation de gens qui sont déjà de notre côté, a priori, avant d'avoir un projet. Et du coup, on est assez bien reçu dans les 2 territoires, puisqu'on montre qu'on s'intéresse pas qu'à l'architecture, mais aussi aux individus. Et ça, pour s'implanter quelque part en tant qu'agence, c'est presque la première des choses à faire, quoi. Ouais. Oui, et puis bon, c'est vrai que là, nous, on intervient dans le cadre des monuments historiques, donc ça veut dire que ce sont des bâtiments qui bénéficient d'une protection administrative particulière. Et donc, quand on fait appel à un architecte, on doit faire appel à un architecte du patrimoine. Donc nous, quand on arrive, on est un peu une contrainte. Et ça prend du temps de passer de la contrainte au stade d'opportunité pour le monument. C'est-à-dire et c'est un peu grâce à la méthode du diagnostic qu'on y parvient. C'est-à-dire que c'est ce préalable d'études qui est finalement une prise de connaissance du monument de manière assez, qu'on aborde de manière assez factuelle, avec des productions de documents nouveaux, inédits. On essaie de cibler dans l'étude de diagnostic ce qui suscite, disons, un intérêt, un fantasme, et puis on va pousser très fort dans cette direction. Et en poussant très fort dans cette direction, il se passe quelque chose chez nos commanditaires, et aussi auprès des services de l'État à qui on doit rendre des comptes. Et donc, il y a un intérêt qui commence à devenir petit à petit commun. Et cet intérêt commun fait que, on construit un propos pour le monument et on construit un projet de manière collective. Et on a un petit groupe d'individus qui prenons des décisions pour le devenir du monument. Et de cette contrainte se transforme une opportunité, et ainsi de suite. Et on peut justifier aussi, bien plus facilement, des orientations qui sont des orientations qu'on pourrait qualifier d'opportunités à saisir. C'est-à-dire à Roscoff, par exemple, avec le musée, étendre, c'est étendre, c'est garantir un usage sur un temps long. Garantir un usage sur un temps long,
si ça passe par le fait de faire une extension supplémentaire, services de l'État, ils vont entendre usage sur un temps long. Usage sur un temps long, c'est-à-dire que l'édifice il va bien se porter pendant longtemps, et ça veut dire que, eh bien, ce qui dégrade un monument, c'est quand il n'y a pas d'usage. Et donc, finalement, la construction de notre propos et la construction du projet qu'on a pour le monument, c'est avant tout pour lui garantir un usage. Et donc, c'est quand même un projet, c'est une alimentation, disons, à laquelle on a, in fine, peu de force de frottement. Et en définitive, ça assure la conservation du monument. Et du coup, ça remplit les objectifs des services de l'État, donc du coup, ça répond à ta question, tu vois. Du coup, on est tous ensemble dans le même bateau, quoi. J'ai une question sur, vous parlez beaucoup des artisans, de l'importance des filières, parce que c'est un savoir-faire qui est assez qui est ancien et qui a du mal potentiellement à se perdurer dans le temps. Et je voulais savoir si, du coup, à quel point c'était dur de trouver des artisans qui savaient faire ça, à quel point c'était dur de discuter avec eux, parce que vous dites que vous apprenez aussi énormément au contact des artisans. Donc à quel point c'est un travail entier de savoir trouver les bons artisans. Et est-ce que ça arrive d'avoir des rénovations à faire, enfin un projet à faire qui a un certain bâti, une certaine technique qu'on ne peut plus faire actuellement parce qu'on n'a pas les capacités de les faire, qu'on n'a plus les savoirs de faire? Pour ta première question, du coup, est-ce que c'est dur de trouver des artisans ? Pas forcément. Mais après, c'est comme tout, le monde est fait de plein de types de personnes, et des artisans avec qui on s'entend bien et avec qui on a envie de construire un lien et avec qui on a envie d'aller plus loin, ça demande du coup de les rencontrer sur un premier chantier, et puis ensuite, etc. etc. Donc oui, mais ça met du temps de vraiment trouver les artisans avec qui, pour les marchés privés en tout cas, tu arrives à emmener tes projets là où tu veux avec eux, quoi. Et pour la deuxième question sur comment dire, le fait de... Je suis désolé, mais est-ce que tu peux répéter la deuxième question ? Oui, là, on avait l'exemple tout à l'heure de la lucarne en granit. Typiquement, l'entreprise qui a été retenue nous disait qu'elle savait faire. Et elle a commencé à tailler la lucarne, et on s'est tout de suite dit, enfin Nicolas n'a pas dormi pendant 3 jours, on s'est tout de suite dit qu'il n'arriverait pas à faire la taille qu'on voulait, et que en fait, ça allait être un nez rouge sur la façade, et que là on arrivait à une impasse où on avait proposé une restitution qui allait en fait nous desservir derrière et desservir l'entreprise, parce que l'entreprise n'était pas capable de tailler quelque chose de Comment ? Oui, comme on le souhaitait. Comme on le souhaitait. Et du coup, c'est super difficile de transformer une pierre qui est sciée en pierre du XVIIe siècle. Parce que c'était l'objectif. Mais si tu te fixais l'objectif qui était celle d'une pierre contemporaine, tu aurais juste pu la layer et puis c'était parfait. En fait, ça dépend vachement de l'objectif que tu te fixes. Et je pense qu'une des manières un petit peu stratégiques de construire ton réseau d'entreprise consiste à en rencontrer, à essayer d'en avoir qui savent faire des choses différentes. Et donc du coup, typiquement, il n'y a plus tant de ça de personnes qui savent sculpter la pierre, en tout cas sur le granit. Et par contre, il y a des pierreux qui s'intéressent à l'architecture contemporaine, parfois quand ils vont côté monument historique, ils veulent plus repasser de l'autre côté. Donc en fait, si tu veux, il y a un côté assez incrémental, assez itératif, où en fait tu rencontres des gens et puis bon, il y a des gens qui vont te demander beaucoup de travail et d'autres qui vont t'en demander quasiment pas. Mais ça fait un équilibre sur un chantier, entre 5 et 10 entreprises, on va dire que... Mais du coup, à la fin, on trouve tout le temps un moyen, quoi. Et puis pour la question de la ressource, notamment, là on est confronté avec la briqueterie et le mur de briques. S'il n'y a pas des architectes, disons des prescripteurs pour dessiner ces ouvrages, c'est perdu. C'est-à-dire que là, la seule briqueterie artisanale d'Eure-et-Loir n'est pas en mesure
de produire suffisamment de briques pour faire un mur de 10 mètres de long sur 2 mètres de haut, c'est quand même une question à laquelle enfin nous on est tombé des nues quand on a appris ça. Et puis enfin c'est des ouvrages qui, enfin leur pratique essentiellement, elle est dans le cadre de la restauration de monuments historiques. On va pas parler des questions des ardoisières, dont on fait venir énormément d'ardoises d'Espagne notamment pour restaurer nos monuments. Les ardoisières fermes. Bon là, il y a une dynamique, notamment dans le Finistère, pour les réouvrir. Ouvrir une carrière, c'est extrêmement compliqué. Les anciens, ils se préoccupaient pas de l'administration pour l'ouverture d'une carrière. Il y avait besoin d'un caillou, ils allaient le chercher, et puis c'était rapide. Ils prenaient, ils le taillaient, et puis en fait, il y avait une cohérence matérielle. Aujourd'hui, même nous, dans la restauration, pour avoir une cohérence d'aspect et de vieillissement des matériaux, etc. Parfois, on est obligé d'user de stratagèmes qui sont, si on regarde juste par le prisme de la matière, des usines à gaz. Mais donc c'est pour ça que de décloisonner ces pratiques, de faire venir la production de matériaux qui finalement produire des briques depuis les ziggourats irakiennes, si tu veux, ça fait 10 000 ans qu'on fait des murs en briques. Petit à petit, et l'industrialisation et le 20e ont transformé ce matériau en un matériau de parement. Eh bien, c'est sorti complètement du champ de la construction. Eh bien, de faire fabriquer des briques dans des dimensions artisanales, dans une briqueterie qui est située à côté, pour le mettre en œuvre sur le site, enfin, nous, on a l'impression que ça va dans le bon sens. Et ça va dans le bon sens, c'est un pari positif sur l'avenir, je dirais. Voilà. Non, en gros, il y a les deux. Il faut tout le temps prendre le problème par les deux bouts. C'est-à-dire il faut une volonté d'action et ensuite il faut une capacité de faire. Et en fait, le militantisme, c'est à ta place de faire le maximum pour que ça ait lieu. Et si tout le monde à sa place arrive à faire ça, et si tu te relis, parce que évidemment tu te relis avec les gens qui ont les mêmes préoccupations que toi, tu t'es beaucoup plus fort. Et je pense qu'en tant qu'archi, l'exemple des tailleurs de pierre qui s'entendent et qui arrivent à se montrer des choses, c'est une difficulté qui est dépassée. Et là, du coup, c'est pour le monde des monuments historiques qu'on a fait une lucarne à Roscoff. Et ça, c'est beau. Et je pense pour les archis, c'est pareil. Il faudrait qu'on arrive à parfois avoir des communautés d'action qui pensent la même chose et qui incitent, en tant que prescripteurs, des maîtres d'ouvrage à faire le choix d'un matériau brut plus durable. Et là, la brique, ça existe en Belgique. Tu vois, en Belgique, il n'y a pas de problème. Mais par exemple, en Eure-et-Loire, c'est pas le cas. Et du coup, il y a de réactiver un mode de production quelque part. Et alors que, on va dire, 95% des châteaux d'Eure-et-Loire sont en briques. Donc c'est quand même... Enfin, ça pose question. donc en gros, voilà, il faut démystifier un peu la chose. Par contre, il faudra bien des exemples pour qu'ensuite, avec ces exemples, on aille voir les gens et dire regardez, c'est pas un peu comme le con qui tout le monde pensait que c'était impossible, il y a un con qui est arrivé, qui l'a fait, et puis ben, voilà. Bon, je pense que c'est pas l'analogie pour nous, mais disons qu'il y a un côté où il faut parfois être un petit peu, essayer d'être culotté et proposer, et puis voir si ça passe, et si ça passe, ben, ça fait une occurrence, quoi. Et puis ensuite, le prochain fera une occurrence, et au bout de 10 ou 15 ou 20, c'est acquis, quoi. Je sais pas si on a le temps, Zach. C'est juste très rapide. La première question, c'est tout à l'heure vous avez parlé en fait des financements par rapport au commanditaire. Je vais Vous avez parlé de votre commanditaire et par exemple vous faites d'abord un premier état des lieux et des fois en fait il se retrouve à devoir avoir un projet qui coûte plus cher sur en fait quels organismes du coup quelle demande d'aide ou de subvention par rapport à l'État est-ce que vous pouvez demander derrière. Enfin, j'ai pas trop compris tout ça et jusqu'à quel montant en fait vous pouvez faire appel là-dessus. Non, bien sûr. En fait, si tu veux, quand tu interviens sur un monument historique en tant que propriétaire privé ou public, tu as le droit à des subventions de l'État, 15%. Enfin, ça dépend, c'est des pourcentages, mais pour les inscrits, il y a un pourcentage, pour les classer, il y a un pourcentage en fonction du degré de protection. Et en gros, si tu veux, on va dire que
le monde des monuments historiques est irrigué par un apport financier étatique, départemental, régional, des collectivités et associatifs. Et donc là, il faut vraiment être richissime pour restaurer un monument tout seul. Et il y a même des gens très riches qui achètent des monuments et qui ensuite n'arrivent pas à les restaurer. Parce qu'il y a une question de filière, de savoir-faire, de capacité d'action, qui fait que maintenant, la raréfaction de tout ça génère des coûts qui sont exorbitants. Et du coup, on se retrouve avec quelque chose qui devait coûter en proportion sûrement moins cher à l'époque, encore que. Et du coup, sur la question des modes de subvention, on voit que plus le projet est cohérent vis-à-vis du monument et vis-à-vis de retrouver un état qui lui rend hommage et qui assure sa conservation durable, plus en gros les subventions sont importantes parce que ça mobilise en fait. Et si tu veux, un projet, nous on est vraiment les gens qui, enfin en tout cas c'est comme ça qu'on le voit, on va créer l'étincelle, on va essayer de porter le projet, à un moment donné on peut pas le porter tout seul. Et après on voit bien qu'il y a des choses qui se déplacent, on comprend pas tout, mais on voit qu'il y a des actions qui se mènent. Et si tu fais un projet qui suscite pas l'intérêt public, tu as peu de chances que la prise en charge publique elle suive. Donc en fait il y a un côté où nous on assure notre rôle d'architecte et on cherche pas non plus à... On cherche à se fortifier dans cette action-là, pour essayer d'emmener le projet le plus loin possible. Et après, une fois qu'on a, ben voilà, on essaie. Et ensuite, ça nous revient. Tu vois, on a une autorisation de travaux, on voit qu'il y a de l'argent qui arrive, etc. Il y a des projets. Bon là, il y a eu des fortes coupes budgétaires côté patrimonial, mais il y a tout le temps on trouvera des moyens de faire. On fera autrement, on phasera autrement. Enfin, tu vois, on s'adapte. Et juste rapidement, est-ce que, par exemple, vous parliez d'utiliser une nouvelle pierre qui avait été sciée. Est-ce que la filière de réemploi est bloquée par rapport à la longévité ? Pas du tout. En monument historique, le réemploi, c'est... ils appellent même pas ça le réemploi. En fait, ils démontent un mur, ils reprennent la pierre et ils le mettent dans le mur d'à côté. Parce qu'ils vont pas racheter de la pierre pour le mettre. Et du coup, il y a un côté où à chaque fois qu'il y a un démontage de pierre, tu vois le tailleur de pierre ou le maçon du coin qui vient récupérer, ou quand, par exemple, une baie est ouverte chez dans une grange ou dans un penty, et ils prennent la pierre si la personne n'en veut pas pour le dégager, et cette pierre elle va être utilisée directement derrière. Mais par mesure d'économie, simplement, quoi. Et donc, du coup, je pense qu'il y a 90% du remploi en France qui est fait selon des logiques de bon sens. Et ensuite, une partie du réemploi qui est pris comme sous l'angle du militantisme. Mais en soi, il y a une existence totale de ces non revendiqués de ces pratiques. Oui, ça a toujours existé parce que là aujourd'hui, un mètre cube de pierre, ça dépasse l'entendement en termes de prix. Ouais, je suis désolé, mais il va falloir interrompre l'intervention. Merci à tous. Et je vous encourage tous à...